que c'était 3-4 ans après qu'on se soit installé à San Francisco. Tout se passait plutôt bien, on commence à avoir pas mal de business dans la Bay Area, mais aux États-Unis d'une façon générale. Et j'étais dans une phase très intense, très stressante pour l'entreprise, avec beaucoup de rencontres avec des financiers. L'entreprise avait levé des fonds. On passait vraiment dans la cour des grands. Et donc en fait, j'avais une hygiène de vie assez saine. Je faisais de l'exercice, je mangeais correctement, j'étais pas en surpoids, j'avais pas d'abus d'alcool, pas de drogue, je ne fumais pas. Donc tous les voyants, on va dire, étaient au vert. Et un soir, donc je rentre chez moi, on dîne avec ma compagne, on regarde un reportage, je me rappelle très bien de ce moment-là. Et puis d'un coup, je me lève pour aller prendre un verre d'eau. Et je me sens un peu bizarre, une sensation un peu comme d'avoir été drogué. Alors, c'était pas le cas et j'ai jamais pris de drogue, mais je pense que c'est ce qu'on ressent. On s'est dit, waouh, mon cerveau est en train de se déconnecter, un peu étourdi. Très rapidement, ensuite, une sensation de paralysie dans un des bras. Et je me dis, ouais, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est vraiment bizarre. Ma compagne voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en essayant de lui expliquer ce qui ne va pas, les mots sortaient de ma bouche, mais très lentement, à peu près un mot toutes les 10 secondes. Donc c'était un AVC. Moi, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que mon caillot s'est résorbé au bout d'une demi-heure, quelque chose comme ça. Et donc en fait, ça a quand même un impact. Donc j'ai pas de séquelles au quotidien, mais quand même pendant 2 à 3 ans, une anxiété sociale très prononcée. Donc je suis passé d'un stade où je pouvais aller sur scène et parler à 2500 personnes, à un stade où je pouvais plus voir la moindre personne. Et ça me mettait dans un stress incroyable. En fait, c'était surtout le fait que le corps médical n'a pas réussi à trouver la cause, en me disant mais en fait tous les voyants sont ouverts, on comprend pas. Et du coup quand c'est comme ça par défaut, on se dit que la cause c'est le stress. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. À 12 ans, Bruno code déjà des sites pendant que ses copains jouent encore à la console. Quelques années plus tard, il lance un logiciel open source qui propulse des centaines de milliers de boutiques en ligne. La success story est en marche, jusqu'à ce jour, à San Francisco, où il sent que son bras ne répond plus. Un AVC, tout s'arrête, enfin, tout est plutôt remis à plat. Dans cet épisode, Bruno Lévesque raconte ce grand 8 entrepreneurial, le pari de l'open source donc, la folie de Miami, le choc salutaire de la Bay Area à San Francisco et l'importance de simplement aller boire un café avec ses clients. Et puis vous allez découvrir comment un email plutôt improbable l'a mené à cofonder Mia Hotel, une marketplace de cat-sitting présente un peu partout dans les États-Unis. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir ce récit d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle assumée dans un monde qui valorise pourtant le toujours plus vite. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti. Alors salut, moi c'est Bruno, je suis né en France, j'habite aux États-Unis depuis 15 ans. Je suis passionné d'informatique et de création d'entreprise. Et sinon, j'aime bien la bonne cuisine, la nature, les chats. Et je vous parle aujourd'hui depuis San Francisco. San Francisco même ou dans la baie alors ? Alors dans la Bay Area, qui est une zone assez large autour de San Francisco, jusqu'à 1 heure autour de San Francisco. Et j'habite un petit village qui s'appelle Brisbane. Donc c'est le Brisbane australien. Ouais. C'est aux États-Unis, un petit village de 4000 habitants. Ok, trop bien. Écoute, bienvenue Bruno et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast. On a plein de sujets à aborder aujourd'hui, mais moi j'aime bien procéder de manière un petit peu chronologique. Il me semble que tu as grandi donc en France, tu nous disais là où tu es né, avec 2 parents informaticiens. Question peut-être un peu bête, mais l'informatique était-il ta langue maternelle, vu ce que tu as fait après ? Alors en effet, je suis vraiment tombé dans la marmite, comme on dirait, j'ai eu beaucoup de chance. Mon père et ma mère étaient tous les 2 informaticiens, ils m'ont appris vraiment très tôt, je me rappelle dès mes 5 ans avoir eu la chance d'avoir mon premier ordinateur et très jeune avoir été intéressé à la programmation pour notamment créer des petits jeux. Ouais, t'as grandi avec des frères et sœurs ou t'étais
tout seul? Alors oui, une très grande famille. J'ai 5 frères et sœurs Génial, ok. qui sont tous en France, dans divers secteurs, mais oui, grande D'accord. famille. Et vous avez tous été initiés à l'informatique, justement? Alors non, la plupart d'entre nous, mais après chacun a choisi de poursuivre sa passion. J'ai une sœur par exemple qui est chef cuisinière Ah oui. à domicile. Enfin, c'est très varié. Dans ton histoire familiale, vous allez perdre votre maman assez jeune aussi, toi et tes frères et sœurs, du coup. T'en parles comme d'un événement fondateur. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment justement ça a influencé la suite? Un jour, quand je venais d'avoir 5 ans, je suis rentré de l'école et je me rappelle avoir vu toute ma famille présente chez moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis on m'annonce que ma mère ne reviendra pas. Et donc on m'explique qu'elle a eu un accident de voiture. En l'occurrence, sa voiture a dérapé sur une plaque de verglas. Et donc en fait, comme souvent dans ces situations-là, on met un peu de temps à processer, surtout quand on est encore jeune. Bien sûr, même à comprendre, j'imagine. Tout à fait, c'est souvent une phase de début d'incompréhension, puis ensuite on ressent peut-être de l'injustice, puis ensuite il faut le temps de faire son deuil, ce qui met plus ou moins de temps. Et dans mon cas, ça a vraiment mis plusieurs années. Mhm. Et donc je me suis pas mal, au final, concentré dans le travail, si on peut appeler ça comme ça, mais étant encore un enfant, mais surtout la lecture, apprendre, programmer, déjà très jeune en fait. D'accord. Et ça a influencé ou fait évoluer aussi ta relation avec ton papa, du coup, à ce moment-là? Oui, alors lui, il s'est retrouvé avec un fils et une fille à charge. Et donc c'est beaucoup de travail, puis il était encore assez jeune. 6 du coup, Et si vous étiez 5 frères et sœurs? la famille s'est d'accord, ok. reconstituée et D'accord, agrandie au fur et à mesure, mais donc à l'époque, on n'était que 2. Et donc en fait, ça a été un gros challenge pour lui. Forcément, il était encore assez jeune, il avait moins de 30 ans. Mais il s'en est très bien sorti. Et puis finalement, il a fini par retrouver quelqu'un. Il s'est remarié et puis la famille s'est agrandie. Mais c'est sûr que c'est une expérience peu commune. En fait, je te posais cette question parce que je me demande si je t'ai pas entendu dire ça, que ça avait influencé ta relation avec ton papa et avec la technologie, en fait, aussi. Donc en fait, c'est que tu disais, tu t'es jeté un peu à corps perdu dans tout ça? Oui, alors c'est sûr que c'est vraiment une passion qu'on partageait, qu'on partage toujours tous les deux. Donc ça nous a pas mal rapprochés. Je me souviens encore vraiment précisément de quand il m'a appris à programmer. Et on avait les différentes étapes qu'on suivait ensemble. Et au fur et à mesure de ma vie, que ce soit à l'école ou ensuite dans le monde professionnel, j'étais toujours content de partager avec lui mon progrès, mes succès, mes échecs, de l'inviter à certains événements où je pouvais être sur scène. Et donc c'était vraiment sympa d'échanger sur ces sujets. Aujourd'hui, il est en retraite, mais on Faut discute, continuer. toujours. Quand on pense à coder, à programmer, on a pas mal de comment on appelle ça, l'image d'Épinal? Euh, les clichés, tu sais, de quelqu'un qui est très isolé, finalement, qui n'est pas forcément très connecté aux autres. Toi, c'est quelque chose que tu as embrassé de manière assez différente. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as compris justement que coder, c'était aussi créer du lien avec les gens autour de toi? Tout à fait. Alors pour moi, c'était vraiment quand j'avais 12 ans, donc en 1996, et c'était encore les débuts d'Internet. Et les premiers sites Internet que j'ai créés, j'étais fasciné par le fait que d'autres humains puissent interagir avec moi par le biais de ces sites. Et donc j'ai créé tout type de sites. Alors j'avais un site par exemple où vous pouvez enregistrer les dates d'anniversaire de sa famille et ça vous envoyait un reminder. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, ouais. donc c'était super pratique. Ensuite, j'ai créé un site communautaire, cette fois-ci pour les 12-25 ans, dans lequel j'avais une petite équipe rédactionnelle qui écrivait des articles sur la vie de tous les jours. Puis ensuite, j'ai créé un site de pronostics sur la Formule 1, donc c'était gratuit, hein, c'était pas des paris sportifs payants, mais c'était gratuit, c'est ça, une autre passion. Et cette fois-ci, ça a vraiment décollé, et donc j'avais 4000 membres de différents pays, que ce soit la France, la Belgique, l'Espagne, et tous les week-ends, dès qu'il y avait un Grand Prix de Formule 1, les gens pariaient, et on avait des cadeaux. Alors ça pouvait être un billet pour assister à un Grand Prix, ça pouvait être une peluche Renault. Et donc, ce qui était génial, ce que j'adorais, c'était cet aspect humain de vraiment pouvoir tisser des liens avec des gens qui pouvaient être à l'autre bout du monde. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. C'est excellent. T'avais 12 ans quand t'as lancé ça? Oui, alors pour le site de Formule 1, en l'occurrence, c'était en 2001, donc j'étais un peu plus vieux, j'avais 17 ans. Ouais, quand même. Mais pour les autres, en effet, j'ai commencé à 12 ans.
D'accord. Est-ce que tu te souviens d'un projet, que tu as je sais pas, le truc qui a été ta grande fierté justement en grandissant? Un projet que tu as créé? Tu as imaginé? Oui, alors pour moi, c'est plutôt un projet entrepreneurial. Depuis que j'étais tout jeune, je voulais vraiment, je savais que je voulais dans le monde de l'entrepreneuriat pour créer. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je ne savais pas exactement quoi faire. Et donc, comme beaucoup d'entrepreneurs, au départ, j'ai rejoint différentes sociétés pour apprendre, tout simplement, et puis m'entourer de mentors. Et au final, ma plus grande fierté, je pense, c'est l'entreprise que j'ai créée, donc qui s'appelle PrestaShop, qui est un des logiciels les plus utilisés en Europe et en France, qui permet de créer sa boutique en ligne. Donc pour un e-commerçant, enfin plutôt pour un commerçant, il peut aller sur le site de PrestaShop et créer sa boutique en ligne en quelques clics de façon très simple. Et donc ma plus grande fierté, je pense que c'est vraiment le jour où on atteint 300 000 boutiques qui utilisaient ce logiciel. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ça fait vivre ces gens-là, mais ça fait aussi vivre leur famille. Et puis ça permet à plein de gens d'acheter des produits tous les jours. Et donc, oui, Un impact que tu avais pas forcément, réalisé ou anticipé? pas du tout. En effet, au départ, je m'imaginais maximum qu'il y aurait peut-être 5 000 clients ou 10 000 clients qui utiliseraient mon logiciel. Et en fait, c'est ce qu'on a atteint en 6 mois. Et donc, ça a dépassé toutes mes espérances, mais c'est même allé un peu trop vite finalement, puisque j'ai créé cette entreprise assez jeune quand j'avais 23 ans. Et en fait, c'est une entreprise qui est en hyper croissance, sans avoir levé de fonds nécessairement à l'époque. Ça fait beaucoup et heureusement, j'étais bien entouré. J'avais pas mal de mentors Mmh. qui m'ont Justement. qui m'ont aidé dans cette phase de croissance pour ne pas perdre pied. Alors moi, j'ai noté quelque part que ton patron devient ton mentor, mais c'est toi qui as lancé cette boîte. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est ça. Alors en fait, une des premières entreprises où j'ai travaillé s'appelait leguide.com, hein, donc c'était dans les années 2000. C'était un comparateur de prix. Donc si vous vouliez acheter par exemple une télé, vous alliez sur ce site, ça vous listait tous les sites qui la vendaient et vous pouviez trouver le meilleur prix. Et donc j'avais un patron assez iconique là-bas qui s'appelait Igor Schumberger, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Quelqu'un de très inventif, très créatif, et à qui j'ai demandé d'être mon mentor sur un projet de fin d'études. Et ce projet de fin d'études, c'était justement cette solution e-commerce sur laquelle je travaillais. Et donc, il m'a suivi pendant plusieurs années. Et à la fin de mes études, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien lancer une entreprise, mais ça m'inquiète pas mal de faire ça tout seul. Et donc, on a décidé au final de s'associer. Donc, lui, il n'avait pas de rôle opérationnel, mais on était quand même présents ensemble dans les mêmes locaux, ce qui était très pratique. Et donc, bah, ça permettait d'avoir en quelque sorte ce qu'on appelle aux États-Unis un sparring partner. Donc, en gros, c'est comme une sorte d'oreille attentive. Et donc, on partageait tout, hein, les bonnes nouvelles comme les challenges. Et donc, ça m'a permis d'éviter pas mal d'écueils. C'est quoi qui te faisait peur à l'idée de te lancer, dans l'entrepreneuriat? Tout, c'est gérer une équipe, c'est être à la hauteur des investisseurs qui t'ont fait confiance. Parce que quand tu fais une levée de fonds, bah, souvent, on se dit, tiens, c'est un achievement, j'ai levé 5 millions, j'ai levé 10 millions, on voit des articles de presse, on se dit, waouh, j'ai réussi. Non, en fait, c'est à partir de ce moment-là que le vrai challenge, il démarre. Il faut délivrer ce qu'on a promis aux investisseurs. Souvent, on leur a promis quelque chose de très ambitieux. Et donc, c'était surtout peut-être la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas délivrer aussi bien que ce qu'ils espéraient. Donc, c'était vraiment être à la hauteur, je pense. Mmh. Et puis après, bah, c'était plonger dans l'inconnu Ouais. sur tout un tas de sujets au quotidien, que ce soit la comptabilité, les ressources humaines, enfin la vie d'une L'administratif, entreprise ouais. en général. Ouais, C'est je ça. comprends. Et alors, pour, cette boîte PrestaShop, tu as fait le pari de l'open source à ce moment-là? Sans alors moi dans mes notes, j'ai sans budget, mais du coup tu me parles d'investisseurs. Tu peux me raconter, ta stratégie? C'est ça. Alors en fait, dans cette entreprise où je travaillais, le Geek.com, quand je me suis senti prêt à lancer PrestaShop, je suis arrivé et j'ai demandé à la fois aux différents managers et à certains business angels qui avaient investi dans cette entreprise. Je leur ai dit, est-ce que vous auriez une demi-heure à m'accorder? J'aimerais vous présenter un projet qui me tient à cœur. Et je suis arrivé avec un PowerPoint à l'époque et je leur ai dit, bah voilà ce que je veux faire, je veux monter entreprise et on va faire ci, on va faire ça, etc. Et à l'époque, très naïvement, je leur ai dit, bon voilà, il me faut 100 000 euros. Est-ce que vous pouvez soit me les prêter, soit investir dans ma boîte? Est-ce que vous pouvez miser sur moi? D'accord. Tous regardé, ils m'ont dit: «Mais non, c'est trop tôt, l'e-commerce, c'est pas forcément le bon On est en timing». quelle année à ce moment-là? On est Ouais, 2001 tu disais? en 2000, alors on est un peu plus tard, on est en 2003-2004 et 2005.
Et donc, ils étaient tous pas très chauds, sauf du coup Igor Schlumberger qui était là, et également une autre personne qui au final est devenue business angel et mentor dans mon entreprise. Et donc en fait, il y a une des personnes qui était là qui m'a dit mais Bruno, en fait, si t'as pas accès à des capitaux, ce que tu peux essayer, c'est de te lancer dans l'open source. Tu peux le faire sans ressources financières. Tu mets ton logiciel à disposition d'une communauté. Je vais expliquer un peu ce qu'est l'open source ensuite. Mais en gros, ça ne te coûte rien. Tu le mets à disposition. Puis si c'est un logiciel de bonne qualité, plein de gens vont commencer à l'utiliser et ça te fera ton marketing à moindre coût. Et donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, C'est risqué. Enfin, ça peut faire peur. c'est très risqué, mais souvent ce qui fait que les jeunes, et c'est toujours vrai aujourd'hui, se lancent et réussissent et qu'on voit des applications incroyables sortir de nulle part en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est qu'ils ne savent pas que c'est impossible ou que ça va être très compliqué. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui est compliqué ou pas, ce qui est faisable ou pas, et du coup on se lance sans réfléchir, et puis parfois ça marche. Donc il faut à la fois s'accrocher, il faut de la résilience, il faut également avoir la bonne idée, il faut être bien entouré, il y a beaucoup de Ouais, cases il y à a quand même cocher, pas mal de mais paramètres. quand même un des paramètres, c'est au final d'y croire. Et quand on croit à quelque chose, généralement, il y a plus de chances que ça arrive. Et donc, en fait, l'open source, pour expliquer en quelques mots très brièvement dans des termes non techniques ce que c'est une façon de développer des logiciels. Donc, on appelle ça les logiciels libres, c'est-à-dire que le code du logiciel est visible par tout le monde, il est public, il est connu, et il peut être téléchargé, modifié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un logiciel comme PrestaShop? C'est-à-dire que n'importe qui pouvait venir sur le site internet prestashop.com, télécharger ce logiciel, ouvrir sa boutique sans avoir dépensé un centime. Et donc forcément, c'est très séduisant puisqu'il y a plein de commerçants qui n'ont pas forcément de budget pour se lancer. Et donc ils se disent, je vais prendre ça, c'est gratuit, c'est super. Un logiciel équivalent qui est un peu plus connu, par exemple pour créer son blog, qui s'appelle WordPress. Aujourd'hui, 1/3 des sites internet utilisent WordPress. Et souvent, la réaction des gens, c'est l'open source, c'est bien, mais comment tu gagnes de l'argent? Parce que si le logiciel est gratuit, comment tu montes une entreprise derrière? Et donc, en fait, il y a des modèles financiers ou des business plans très classiques. Le logiciel est gratuit, mais si la personne, par exemple, veut un service client ou du support, ou si elle souhaite des formations, ou si elle souhaite rajouter des fonctionnalités supplémentaires, il y en avait 500 qui étaient gratuites, mais si elle en veut 50 de plus, elle va payer finalement. Et donc, on avait à peu Donc, près. En fait, tu gardes que les plus gros poissons, entre guillemets. C'est ça, on avait à peu près entre 20 et 30% des utilisateurs qui nous payaient. Et c'était largement suffisant pour rentabiliser toute l'entreprise. Trop bien. On avance un petit peu. Tu vas partir en vacances aux États-Unis. Et là, il y a un déclic. Est-ce que j'imagine que tu te souviens de ce moment précis, mais est-ce que tu peux nous le raconter? Alors, je m'en souviens très bien. J'avais un ami entrepreneur. Donc, à l'époque, on était toujours très jeunes. J'avais 26 ans. Et un ami entrepreneur revenait de Miami, aux États-Unis. Il me dit, waouh, là-bas, tout est possible, c'est incroyable. L'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est sans limite, c'est tellement plus simple. Et donc, il me vend un peu du rêve. Et je me dis, tiens, moi, j'aimerais bien aller voir Miami. Et donc, avec ma compagne, on travaillait ensemble, on se dit, on va y aller pour l'été. Et donc, 2009, on va à Miami Beach pour la première fois. Tu étais déjà allé un peu aux États-Unis? Tu connaissais un peu ou juste Jamais. quand on avait dit? C'était mon premier voyage, et du coup, je l'avais seulement vu en vidéo, au travers soit de reportages, soit de clips vidéo. Et donc, ça a collé exactement, en fait, à l'image que je m'en faisais. C'était vraiment idyllique. Même si à l'époque, la carte postale. Voilà, la carte postale, même si à l'époque on était en pleine crise financière des subprimes, donc juste après 2008. Donc l'ambiance était un peu morose pour les locaux sur place, mais pour les touristes c'était l'inverse, puisqu'on avait un euro qui était très fort par rapport au dollar. Et donc tout paraissait extrêmement bon marché, et il y avait une énergie qui était dingue. Et après, très souvent, comme la plupart des gens qui arrivaient à Miami la première fois, on est vraiment tombé amoureux pendant ces vacances, avec le soleil, la plage, la skyline qui est impressionnante, la qualité de vie. Et donc on était resté la première fois une quinzaine de jours. On a décidé d'y retourner quelques mois plus tard.
Et du coup, on s'est dit, bon, en fait, il faut qu'on déménage là. Et donc, j'ai parlé à plusieurs mentors. Je suis quelqu'un qui adore poser des questions tout au long de ma vie à des gens un peu plus âgés pour apprendre. Mhm. Et donc, plusieurs personnes m'ont dit, si tu dois le faire, c'est maintenant. Ah ouais. Parce qu'on connaît beaucoup de gens qui essayent de s'expatrier quand ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et c'est parfois un peu plus challenging, soit parce qu'ils ont une famille, soit parce qu'ils ont un poste qui est très bien payé. Et du coup, le risque est plus élevé. Il y a beaucoup plus à perdre potentiellement. Et donc, pour certains, au final, ils repoussent, puis ils ne le font pas. Et ils m'ont dit, si tu pars là, tu as 26 ans, au final, le risque est très limité. Si ça ne fonctionne pas, bah, tu reviens et reviendras sur place. Et toi, Puis tu veux ensuite, partir avec quoi en tête, en fait? À part le fait que tu es tombé amoureux de cet endroit, c'est quoi ton projet? C'est quoi qui t'anime à l'idée de partir t'installer à Miami? alors c'est vraiment deux choses. C'est à la fois la qualité de vie, comme tu le soulignais, qui était incroyable. On sentait un bien-être avec des gens qui avaient un sourire sur leur visage tous les jours, ce qui était très différent de là où on travaillait à Paris. Et également sur le plan entrepreneurial, où on sent que PrestaShop a une carte à jouer aux États-Unis, où à l'époque on était très peu présent. On avait à peu près 1000 clients américains sans avoir de présence. Et donc j'ai parlé à d'autres entreprises françaises qui se sont installées aux États-Unis, notamment Criteo, qui était une startup très connue à l'époque, qui ont fait une remarque très juste. Ils m'ont dit, si tu veux être leader mondial, et c'était notre prétention, tu es obligé d'être leader à la fois en Europe et aux États-Unis. Il n'y a pas le choix. Et ils m'ont dit, la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir un des fondateurs qui aille s'installer sur place pour s'assurer que la culture de l'entreprise, ses valeurs soient vraiment Vivante, solides. là-bas, ouais. Exactement. Et donc, ils m'ont dit, il n'y a pas le choix. C'est soit toi, soit ton cofondateur. Donc, si ça t'intéresse, vas-y, fais le move et c'est un bon move. D'accord, OK. Et alors, comment est-ce que tu t'y prends? Parce qu'on parle souvent en termes, d'immigration. Les choses ont beaucoup changé entre, 2009, et aujourd'hui. Tu pars, sur quoi? C'est des visas investisseurs, à l'époque? Ou est-ce que tu y vas plus en mode exploratoire, j'y vais pour, 3 mois d'abord pour, tâter un peu le terrain? Alors, il y avait plusieurs options en effet, et l'option pour nous qui était la plus simple, c'est un visa qu'on appelle le L1, qui existe encore de nos jours et qui permet à des managers ou dirigeants d'entreprise, d'aller s'expatrier pour monter une filiale. Et donc, on a monté un business plan en disant: «Voilà, PrestaShop USA, voilà comment ça va se dérouler». Et donc en gros, je quittais mon poste de CEO en France, donc j'allais avoir quelqu'un qui allait me remplacer en France à Paris. Et moi, je prenais le poste de CEO de la filiale américaine. Et donc, c'est ce qu'on a présenté à l'ambassade, au service d'immigration. Et ça a été accepté sans problème. C'est souvent un visa qui est plus avantageux qu'un visa investisseur, qui lui a une durée de 5 ans, dans lequel il faut constamment atteindre des objectifs, tandis qu'un visa L1, Il y a plus de il y a flexibilité? exactement. Alors, c'est un visa qui, à l'époque, n'était valable que 3 ans de mémoire. Donc on a renouvelé et puis on a fini par faire une carte verte qu'on a maintenant depuis un bon moment, enfin, depuis plus de 10 ans. Et alors du coup, tu arrives, à Miami. Est-ce que c'est au cours de ce deuxième voyage ou c'est, quand tu vas t'y installer que tu te dis: «OK, j'ai 1000 utilisateurs, aux États-Unis, il faut que j'aille à leur rencontre»? Comment est-ce que tu t'y prends? Alors c'était une phase qui était vraiment galvanisante parce que tout était nouveau, à la fois sur le plan personnel et le plan professionnel. Et donc on avait en interne chez PrestaShop un annuaire de tous les utilisateurs. Et du coup, j'ai regardé les différentes boutiques PrestaShop qui existaient déjà dans la région de Miami, en Floride. J'en ai trouvé plein et j'en ai contacté. Et en fait, il y en a plusieurs qui ont accepté de me rencontrer. Donc, je leur ai proposé, tiens, est-ce que ça vous intéresse de prendre un café? J'aimerais entendre tout ce qui ne va pas D'accord. avec le logiciel aux États-Unis. Et alors, j'ai pas été déçu du voyage. J'ai eu une liste énorme, mais ça a surtout débouché sur de très belles rencontres. Et en fait, deux des marchands qui m'ont le plus marqué dans ces rencontres, j'ai travaillé avec eux de façon très rapprochée et je suis encore ami avec l'un d'eux. Donc, le premier, il avait un des plus grands aquariums aux États-Unis chez lui et il avait monté une boutique de vente de poissons et d'aquariums en Floride. Et donc, il était franco-américain, mais ça, je ne savais pas. Je l'ai découvert par hasard. Donc, on a échangé, très intéressant. Et on a sympathisé et il avait beaucoup à m'apprendre.
Et donc au final, j'ai décidé de l'embaucher en tant que COO. Donc un COO, c'est un peu un directeur des opérations, une sorte de bras droit. Et donc on a travaillé ensemble pendant 5 ans et c'est lui qui m'a vraiment mentoré sur la vie américaine avec tout ce qui est important de connaître en termes de culture, de réflexes. Et le deuxième e-commerçant, lui, il vendait des meubles antiques français à Orlando. Et donc une boutique très sympathique qui avait également une boutique physique. Donc il m'a appris énormément de choses sur le retail aux États-Unis. Et donc on travaille toujours ensemble. Aujourd'hui, c'est un des Génial. Français qui aide le plus de Français à s'installer aux États-Unis. Donc Ah très ouais, intéressant. d'accord. Trop bien. Donc, faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de ses clients. Exactement, c'est là qu'on en apprend le plus. C'est quelque chose que tu avais déjà fait en France ou est-ce que ces personnes ou les autres personnes que tu as rencontrées justement dans ta base de clients aux États-Unis, est-ce qu'ils étaient surpris de ta démarche? Est-ce que c'est quelque chose de commun? Parce que ça demande une certaine humilité quand même d'arriver, la boîte tourne et cartonne en Europe. On reprend un peu de zéro aux États-Unis et on va aller poser des questions dont les réponses peuvent faire un peu mal, quoi, finalement, quand on y va. C'est très important et en fait, si tu regardes un peu de nos jours, par exemple, le CEO de Uber fait lui-même du Uber tous les mois pendant quelques heures. Et c'est très important, je pense. On dit souvent aux États-Unis une expression qui s'appelle lead by example. Donc en gros, c'est montrer l'exemple, faire les choses pour inspirer ses équipes. Et je pense que quand tu crées une entreprise de logiciels, c'est hyper important d'utiliser ton propre produit et d'aller à la rencontre de ses utilisateurs. Sinon, tu perds pied. Et alors certes, c'est peut-être une question d'image ou autre, mais moi j'ai jamais eu ce souci. Je pense que c'est si j'ai choisi l'open source, c'est justement pour des raisons aussi d'ouverture et d'aller vers les autres. Et donc c'est quelque chose que j'adorais. On faisait avec PrestaShop plus de 200 événements par an, des événements physiques à travers le monde. Alors j'allais pas à tous, hein, mais j'allais à une dizaine, une quinzaine, avec parfois 2000, 2500 personnes. Et en fait, ce que j'adorais quand je rentrais chez moi, c'était me remémorer les histoires de tous les commerçants que j'avais croisés dans la journée, qui avaient chacun des histoires, mais invraisemblables, avec des produits que tu t'attendrais pas forcément à voir sur Internet. Et c'était génial. Tu te nourrissais en fait de ces échanges aussi, quoi. Ça te donne du sens à ce que tu fais quand tu vas vraiment rencontrer tes end users, tes utilisateurs en bout de chaîne. C'était ça. Et puis, je le partageais beaucoup avec les équipes Ouais, pour très inspirant. qu'ils sachent également pourquoi ils travaillaient et qu'ils soient fiers, qu'elles soient fières de ce sur quoi elles travaillaient, de ce qu'elles créaient. Donc, et aujourd'hui, dans ma seconde entreprise, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est quelque chose que je reproduis beaucoup et que j'adore. Ok, donc moi ce que j'en comprends, c'est que c'est important d'aller prendre un café avec ses clients. Aujourd'hui, tu nous parles depuis la Californie, la Silicon Valley en fait, hein, la baie de San Francisco. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que tu as décidé d'aller t'installer là-bas? En fait, après avoir passé 4 ans à Miami, tout se passait bien. On avait une vie géniale. On avait un cercle d'amis génial également. Mais souvent, mes investisseurs me taquinaient un peu en me disant, tu sais, Miami, c'est un peu Qu'est-ce que tu fous en Floride, le quoi? Saint-Tropez des États-Unis. C'est vraiment l'expression qui m'a marqué, le Saint-Tropez des Ah, États-Unis. j'ai jamais entendu ça. Et j'essaie souvent de leur dire, mais non, Miami, c'est pas qu'une ville de vacances, il y a également plein d'autres choses. Et en fait, la réalité, c'est qu'il ne se passait pas une journée ou une semaine sans qu'on ait une interaction avec une autre entreprise américaine, que ce soit un client ou un partenaire, hein. On travaillait avec des sociétés comme American Express, PayPal et autres. Et à chaque fois, on devait se justifier sur pourquoi on était à Miami. Tout le temps. Et C'était toujours en opposition avec la Californie ou juste le fait que vous Oui. soyez à Miami? Alors, en fait, on aurait été à Boston, on n'aurait pas eu ce problème, par exemple, parce que c'est une ville où il y a pas mal de boîtes logicielles. Mais souvent, la question, à minima, c'était pourquoi vous êtes à Miami, et parfois, c'était pourquoi vous n'êtes pas en Silicon Valley. Et en fait, Miami, pour les Américains, c'est vraiment vu comme une destination de vacances, Spring break. avant tout. C'est ça. Et c'est très cliché, pour le meilleur et pour le pire. Encore Et aujourd'hui. encore aujourd'hui, en fait, la ville investit beaucoup en relations presse pour essayer de casser un peu cette image. Et on a vu beaucoup d'articles sortir, surtout pendant Covid, en disant Miami, la nouvelle Silicon Valley. Pour avoir pas mal d'amis qui habitent sur place, sincèrement, le mouvement vers la tech, il est très lent. Il s'opère quand même, mais c'est assez lent. Et ce n'est pas le focus principal de la ville aujourd'hui. Donc on aurait pu aller s'installer peut-être à Boston, à New York, à
Chicago éventuellement, ou même à Seattle. Mais pour nous, ce qui faisait sens, c'était à Silicon Valley. Et donc, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un investisseur chez PrestaShop, un fonds de capital risque qui était franco-américain, donc qui s'appelle Marc Fournier, du fonds Serena, qui a été vraiment instrumental dans notre shift vers la Silicon Valley. Et donc lui, il a pris une semaine de son temps pour venir avec moi dans la Silicon Valley et me présenter en fait tout un tas de startups, d'investisseurs ou autres. Et en une semaine, Il t'a convaincu. j'ai fait progresser l'entreprise plus qu'en un an, qu'en 2 ans. Ouais. Donc je Ah, me donc suis le dit, pouvoir waouh, des rencontres, en fait, on en revient à ça, quoi, c'est le ça. contact humain. Donc après, je me suis dit, bon, bah, je vais revenir plus souvent à Silicon Valley. Et en fait, il y avait une énorme différence quand j'avais des échanges. Souvent, les gens me disaient, mais t'habites là? Je leur disais, bah non, je suis côte Est, j'habite à Miami, etc. Et en fait, le fait de ne pas être physiquement présent dans la Bay Area, j'ai vu que c'était un handicap dans certains cas. Et je me suis dit, bon, en fait, il faut être là parce que c'est là que ça se passe. Il y a énormément d'événements pour la tech toutes les semaines. Et donc, en fait, le fait d'être physiquement présent sur place permet d'assister à ces événements, de démultiplier les rencontres. Et donc, du coup, on a décidé très rapidement, ça s'est fait en quelques mois, hein, ça s'est fait en 3-4 mois, Une fois que la décision de était prise, vous êtes passé à l'action, quoi. quitter. On a gardé notre bureau à Miami qui était rentable, ce qui est très rare pour une entreprise française qui s'installe aux US. On avait réussi à monter une entreprise, une filiale rentable au bout d'un an. Donc, on l'a gardé, ce bureau. Et moi, j'ai ouvert un bureau plus recherche et développement et relations commerciales en Silicon Valley. Et alors, en venant de France, on sait que le coût de la vie, le coût de la main-d'œuvre est vachement différent entre les US et la France, mais aussi beaucoup entre la Floride, par exemple, et la Silicon Valley. Enfin, je veux dire, tes ingénieurs pour faire de la R&D, tu vas peut-être trouver des gens exceptionnels et hyper qualifiés avec des super expériences, mais c'est aussi quasiment les plus chers du monde, non? Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, aux États-Unis, tu as des charges patronales très faibles, hein, c'est de l'ordre de 15% de mémoire. Alors, il y a plein d'autres frais, mais en effet, selon les États où tu vas être situé, la main-d'œuvre peut être très chère. Et il y a une grosse différence de salaire entre les USA et la France. Et dans la Silicon Valley, un bon ingénieur peut être payé extrêmement cher et un ingénieur junior qui démarre peut aussi être payé extrêmement cher. Tu as des Donc, en idées? effet, Parce que je te demande juste si on peut être concret pour les gens qui bien connaissent sûr. pas, en fait, parce que c'est quoi un salaire, moyen de sortie d'école d'ingé en France? On te quoi 35-40 K annuels, un truc comme Oui, ça? sans problème, si pour quelqu'un avec un niveau correct, qui sort d'école, qui présente bien, 35K sans problème aujourd'hui. Aux États-Unis, en tout cas dans la Silicon Valley, on va être beaucoup plus proche des entre 90 et 120 000 dollars par an en sortie d'école. Et ensuite, pour quelqu'un qui a déjà 3, 4, 5 ans, on va monter à 150, 200, 300. Ouais, c'est ça. Les limites sont très élevées. Et pour quelqu'un de senior qui va gérer une petite équipe, là, ça peut aller beaucoup plus haut. Alors évidemment, ça dépend si cette personne travaille pour ce qu'on appelle les GAFA, hein, les grandes entreprises les grandes entreprises de la tech, ou pour une start-up. Ça dépend si cette start-up a levé des fonds Bien sûr. ou non. Donc, apprendre avec des On fait pincettes tous forcément ces des chiffres, généralités, bien sûr, bien sûr. c'est ça, mais il y a quand même un gap important. Donc pour nous, ce qu'on a fait, c'était très simple, c'était un choix d'avoir au final un tout petit bureau, on n'était que 3, et de garder notre R&D à 100% en France. Et en fait, ce qui m'a vraiment choqué à l'époque, c'est que pour avoir échangé avec beaucoup d'ingénieurs à San Francisco, les Français n'ont rien à envier, en fait. Alors ça paraît un peu chauvin de dire ça comme ça, mais je peux me permettre de le dire après avoir passé 15 ans aux États-Unis. Les ingénieurs français n'ont rien à en envier aux ingénieurs qui sont dans Silicon Valley. Il y a des gens extrêmement bons ici, et il y a aussi des gens moyens. Comme en France, il y a des gens très bons, Oui, il y a comme des gens partout. moyens. Mais ce que je peux te dire, c'est que les gens en France qui sont bons, ils sont très, très, très reconnus ici dans la Silicon Valley. Il y a d'ailleurs une communauté de 80 000 Français autour de San Francisco, dans la Bay Area. Principalement Donc, dans l'ingénierie? exactement, et ils sont très reconnus, notamment dans tout ce qui est intelligence artificielle, mathématiques, algorithmie. Donc voilà, on n'a pas à rougir, mais du coup, pour moi, c'était une fierté de pouvoir avoir mon équipe de R&D sur Paris. Et je revenais régulièrement en fait en France. Je revenais à une époque quasiment 1 à 2 fois par mois, ce qui était beaucoup. Mais ça marchait très bien comme ça. Et si c'était à refaire, je referais la même chose. D'accord.
OK. Et alors justement, donc tu t'installes à San Francisco. Tu nous disais que tu t'es installé à Miami initialement avec ta compagne. Ça a été un sujet, entre vous 2, ça a été dur de convaincre, on parle parfois du two body problem. Comment ça s'est passé, entre vous? Non, alors à l'époque, c'est vrai que nos choix étaient très drivés par des raisons professionnelles quand même et donc ça a été un peu un non-choix. Ça a été alors certes, on pouvait décider de rester à Paris, mais il y avait tellement d'enjeux, puis c'était quelque chose de nouveau, puis on était tous les 2 tombés amoureux des États-Unis en y allant. Donc le choix était assez Évident, en presque? ligne évident pour nous 2. Il l'a été beaucoup moins quand j'ai décidé de proposer le move vers la Californie, puisque la première fois que je lui ai fait découvrir San Francisco, il faisait gris, il faisait froid. C'est quoi le nom du Hem, brouillard? Carl? Non, c'est quoi? c'est ça, Le Carl, c'est de le Fog? petit surnom, qu'on donne, Qui a son au propre brouillard. compte Instagram, d'ailleurs, Carl de Fog. Exactement. Et donc là, elle m'a dit: «Waouh, tu es sûre? Parce qu'on a déjà déménagé il y a 4 ans, on va Ouais, perdre, tout notre cercle d'amis» et cetera. Donc c'était quand même un move, plus pas risqué en anodin, soi. ouais. Ça voilà, pas anodin, mais ça a bien fonctionné et puis au final, les rôles se sont inversés puisque aujourd'hui, c'est vraiment elle qui est la fan, numéro 1 absolue De région? de la Bay Area et moi, j'adorerais vivre ailleurs. Donc D'accord. c'est chacun son tour. Donc, pendant 10 ans, c'était moi qui ai un peu drivé, au final ce type de décision. Puis, bah, là, les 10 dernières années, c'est l'inverse, Ouais, c'est à elle, c'est ça se équilibré, passe c'est plutôt bien. bien. On a un bon équilibre. Tu te sens tout de suite à ta place, du coup, à San Francisco quand, tu arrives? Comment ça se passe, l parfois enfin, je veux pas mettre de mots dans ta bouche, donc comment ça se passe ton arrivée, à San Francisco? Alors mon investisseur qui m'a fait découvrir les lieux m'avait prévenu, il m'avait dit: «Bruno, tu verras, ici, c'est la première division, c'est incroyable, le niveau C'est est très impressionnant, du élevé» coup. et cetera et en même temps, quand, on leur avait présenté un peu là où on était enfin, quand on a présenté à différentes entreprises là où on en était avec PrestaShop et ils me Mmh. disaient: «Waouh, c'est génial ce que vous avez, déjà fait» et donc je me disais: «Bon, bah, ça va, on va être peut-être pas comme un poisson dans l'eau, mais au final, on a notre place» et en fait, très rapidement, ça te force à avoir une dose d'humilité incroyable parce que tu es entouré de success stories. En Ouais, fait, le coût de la vie ici est tellement élevé bah, ouais. que pour survivre, il faut absolument, soit être dans une boîte qui cartonne, soit avoir monté ta boîte et qu'elle cartonne ou autre. Mais si Tu peux jamais pas tu rester en ligne de touche, quoi. vas voilà, tu peux avoir des échecs et c'est tout à fait accepté. Ça fait partie d'ailleurs de la culture américaine, mais tu peux pas te permettre d'avoir échec sur échec et de rester là en te disant: «À un moment donné, je vais trouver la bonne idée», parce que le coût de la vie est tellement élevé que c'est compliqué. C'est pour ça que souvent, les gens ont démarré leur boîte ailleurs et ils viennent ensuite dans la Silicon Valley, soit pour lever des fonds, soit pour l'agrandir. C'est très commun et c'est pour ça qu'en fait, à San Francisco, il y a un melting pot qui est vraiment incroyable. Il y a toutes les nationalités. C'était vraiment, vraiment frappant. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc du coup, non, j'ai très vite, culpabilisé. J'ai presque eu le l'imposter syndrome, alors qu'on avait déjà monté un truc incroyable. Mais tout de suite, tu te dis: «Waouh, mais eux, ils sont tellement mieux que moi. Ils ont tellement plus de choses et puis leur anglais, il est encore meilleur que le mien et puis moi, j'ai levé, 12 000 000, mais eux, ils en ont levé 50» et puis en fait, Et c'est pas les mêmes échelles, en même temps, les levées de fonds, c'est c'est pas les ça. mêmes besoins, Tu constamment remis à ta place et en fait, en Silicon Valley également, la philosophie des investisseurs est assez différente de celle que tu peux connaître en Europe ou même côte Est. En Europe, tu as beaucoup de gens qui cherchent un taux de retour sur investissement assez, raisonnable. En Silicon Valley, tu as beaucoup de fonds qui font des très grosses levées et qui sont un peu en mode tout ou rien. Ça veut dire qu'ils attendent des retours sur investissement immédiats. colossaux Mmh. et si ça ne fonctionne pas et que la boîte doit aller au tapis au bout de 2 ans, c'est pas grave, on passe à la boîte suivante. Et moi, c'était Ça fait vraiment pas ma presque temple de philosophie. la consommation, de l'innovation, quoi. Enfin, ça passe ou ça casse, mais on avance, quoi. C'est de l'ingénierie financière et au final, c'est toujours des questions d'argent. Mais moi, mon approche était un peu différente. Ma boîte était déjà existante, elle était bien installée. Mes équipes, je les portais vraiment dans mon cœur. Et donc, pour moi, ce qui était important, c'était avant tout la pérennité de l'entreprise. Et le discours que j'ai tout le temps, c'est je veux qu'on soit encore là dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, la mission, elle a réussi. Hein. PrestaShop, ça existe encore. Les équipes sont toujours là. Et donc, en fait, je cherchais toujours des partenaires, que ce soit des partenaires financiers ou autres, dans la durée et pas forcément des gens qui cherchaient à faire un gain rapide, un coup rapide. Les
Puis-je vous demander maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées? Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Écoute, on va continuer le fil de ton histoire dans un instant. Je suis très très mauvaise teaseuse, je suis désolée. Mais je te propose un petit intermède de Fire Question. Les Fire Questions, c'est quoi? C'est en gros des questions, tu peux répondre de manière rapide, de manière spontanée, puis avec le cœur. Hein. Je me suis dit qu'on allait s'intéresser à la France versus les US, puisque ce sont tes expériences dans la culture startup et les leçons de vie un peu qu'on peut en tirer. Première question, la phrase que tu entends tout le temps aux États-Unis et jamais en France. Waouh, tout est possible. Je pense que c'est une question d'optimisme. On me pose souvent la question quelle est la plus grosse différence dans l'entrepreneuriat. C'est peut-être un excès d'optimisme. Tu penses que c'est dans l'excès? Tu penses que c'est trop? Oui, c'est très souvent dans l'excès. Et en fait, à choisir entre un excès d'optimisme ou du pessimisme, je pense que quand même l'optimisme est gagnant. Mais vraiment, en fait, une expression qu'on n'entend jamais en France, par exemple, c'est "sky's the limit". Voilà. Ou alors on l'entend, mais elle est reprise de l'anglais. Ouais. Mais ici, en fait, on l'entend régulièrement. Un moment où tu as compris que tu étais vraiment devenu américain. Même si tu nous disais que tu étais sous green card, mais bon. Peut-être quand je suis allé voir mon premier match de baseball, par exemple. C'est quoi les 49ers? Non, c'est quoi à San Francisco? Oui, c'est 49ers, si je ne me trompe pas. Alors, je ne suis pas un fan de baseball inconditionnel, mais j'aurais pu citer aussi mon premier match de NBA, par exemple, où c'est les Golden State Warriors qui ont été champions. Donc, c'est l'équipe de San Francisco et d'Oakland. Donc, c'est vraiment, lors de ces événements-là, on voit vraiment tout le folklore américain qu'il peut y avoir lors d'un événement sportif. Et quand on est en France, on regarde la télévision, on regarde ces matchs-là, et souvent, il y a des coupures pub à ces moments-là. Ouais, donc on se rend pas compte. Et du coup, on rate ces éléments-là, à part peut-être pour le Super Bowl, mais... Donc oui, voilà, moi, c'était le moment... Est-ce qu'il y a une qualité chez toi qui est super appréciée dans la culture du travail américaine, mais pas particulièrement valorisée en France? Et je te poserai bien la question inverse aussi, quelque chose qui est hyper valorisé en France et qui n'est pas particulièrement reconnu aux États-Unis. Alors, je vais commencer par l'inverse. Ouais. Donc en fait, une de mes qualités, c'est vraiment d'aller au fond des choses. Je suis quelqu'un qui adore créer et qui adore faire par soi-même. Je me définis souvent comme un doueur, sans prétention, mais c'est juste, je suis très terre à terre et j'adore ce qu'on appellerait en France le bon sens paysan. Donc c'est vraiment faire les choses soi-même, être dans l'action, humble et voilà. Donc et t'es en pas fait, le done is better than perfect, comme ils disent les Américains. c'est ça, et très souvent, je vais aller dans le détail. Donc, quand on me demande mon avis sur quelque chose qui a été fait par exemple au sein de l'entreprise, je vais être très direct. Ce qu'on appelle ici aux États-Unis la radical candor. Donc, c'est quand on va être on va un peu dire ses 4 vérités à quelqu'un en disant bah là c'est bien, mais t'aurais pu faire mieux, etc. Ah, ça passe pas aux États-Unis, Voilà. le si direct. C'est dur. Aux États-Unis, c'est plutôt la méthode qu'on appellerait le Shit sandwich. Voilà, le shitty sandwich, où en gros, c'est on commence par te faire un compliment, on glisse quelque chose de négatif au milieu, puis on finit par un complément. On te dit ah c'est super ce que tu as fait, mais tu pourrais pas changer ça, nanana. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus doux. Donc au fil des années, on apprend à s'adoucir justement et changer un peu son style de management. Et par chance, ma cofondatrice actuelle est américaine. Donc on s'équilibre plutôt bien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil des années, en fait, elle est devenue beaucoup plus comme moi et moi, je suis devenu beaucoup plus comme elle. Ah ouais, Je faisais la d'accord. remarque Vous cette êtes semaine. retrouvés à mi-chemin. Elle me dit wow, you became the good guy. Et elle, c'est l'inverse, c'est le bad cop, good cop, bad cop. Et donc, en fait, c'est intéressant. Donc voilà. Et à l'inverse, donc une qualité que j'aurais qui n'est pas reconnue en France, c'est ça, Ouais. ou aux États-Unis? Bah, du coup, tu m'as dit une qui est reconnue en France et pas et moins aux États-Unis, donc cette fois-ci qui est reconnue aux États-Unis et pas en France. J'ai du mal. Alors, c'est pas évident pour moi. Là, comme ça, il n'y en a aucune qui me vient, qui serait pas reconnue en France. Ou moins reconnue, moins valorisée. Non, après, ça va être plus sur du marketing ou autre, ou de la communication, justement, aller au contact des clients peut-être. Mais c'est moins évident, je dirais, dans ce Ouais. sens-là. Ok. Est-ce que tu peux, dans cette lignée, un petit peu me partager ta règle d'or pour rester humain finalement dans un univers mégatech qui, ça peut être des clichés aussi, mais qui est peut-être un peu brut aussi?
Oui, alors c'est toujours essayer de se mettre soit à la place de son client ou de son employé. Ça paraît vraiment bateau, mais en fait, il y a très peu de gens qui le font vraiment. Qui prennent le temps de le faire. Et donc, c'est développer de l'empathie. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout à l'époque. Et c'est parfois le cas pour les informaticiens, comme tu le disais au début, parfois un peu repliés sur eux-mêmes ou autre. C'est quelque chose que j'ai appris à développer avec le temps et à vraiment aimer les gens et aimer écouter leur histoire, se mettre à leur place. Et donc, c'est vrai, à tout moment, à la fois quand on développe un produit, un logiciel, une application, mais c'est vrai aussi, par exemple, le jour où on doit se séparer d'un employé, bah, vraiment se mettre dans les chaussures de l'employé, comme on Ouais, dirait aux ouais. États-Unis, et se dire: «Waouh, comment il va percevoir ça? Est-ce que je peux utiliser des mots peut-être un peu moins cassants? Est-ce que je peux» Tu n'es pas obligé de voilà, tout et dire, par exemple. c'est exactement. Et donc en fait, bah, ça se travaille, hein. Il y a pas de miracle. Je pense que c'est peut-être plus inné chez certaines personnes que d'autres, mais dans mon cas, en tout cas, c'est quelque chose qui s'est travaillé dans la durée. Et donc, bah, en final, quand ça devient un réflexe, ton côté, humain, tu le développes et tu le cultives, au quotidien. Une question, dans une autre vie, j'étais dans l'entrepreneuriat, et j'ai vu beaucoup de pitch. Les pitchs en 30 secondes, c'est plus facile à faire en France ou aux États-Unis? Alors, ce qu'on appelle ici les elevator pitch, Ouais, puisqu'on peut littéralement les faire dans un ascenseur, ouais. donc c'est même parfois plus court que ça. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que ça marche des 2 côtés. Dans mon école en France, dans l'école d'informatique, j'avais par exemple à l'époque, en dernière année, des exercices pour faire des pitchs en 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes. Donc déjà, ça existait à l'époque en 2002 quand même, hein, 2007 pardon, et donc c'est quelque chose qui se pratique. Je pense que c'est plus facile de le faire aux États-Unis et je vais te dire pourquoi. Quand tu demandes à un fondateur ou une fondatrice français de pitcher son entreprise, très Commence par se souvent, présenter. déjà ça, mais parfois ils vont accentuer plus sur l'aspect fonctionnel et pourquoi c'est le meilleur produit. Oui, nous on fait ci, on a telle fonctionnalité. Enfin, surtout dans le monde du logiciel, on se compare beaucoup en termes de fonctionnalités qu'on apporte. Alors qu'aux États-Unis, l'Américain, il va arriver, il va dire: «Oui, nous, on a déjà 1 million de clients». Enfin, il va essayer de grossir le truc et surtout se concentrer sur l'impact plus que sur ce que fait son entreprise de façon technique. Et donc ça, bah, c'est pareil, c'est quelque chose qui C'est se ce que tu travaille. retiens aussi, du coup, Tout à fait. Au dans ta final, ça réponse? marque souvent plus les gens. Souvent, ils vont prendre une anecdote, ils vont la dérouler. Ceci dit, je trouve que ça s'est énormément amélioré en Europe et en France depuis 10 ans. Ce cliché que je décris là, il était peut-être vrai il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, je trouve que c'est moins en moins vrai. Je suis bluffé par, j'en accompagne plusieurs, hein, des jeunes entrepreneurs, français. Je suis bluffé, par, comment ils se présentent, voilà, ils s'entraînent avec, ChatGPT, ils font Ah, plein de j'ai jamais trucs pensé et à du ça, tiens. coup, Mmh. oui, ça marche bien. Donc, en fait, je trouve que le niveau qualitatif est beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait voir dans les pitchs, il y a 10 ans. Ouais. Donc, des 2 côtés de l'Atlantique. Super intéressant. Et puis je trouve aussi que les Américains sont d'excellents, pas de manière péjorative, mais raconteurs d'histoires. Quand tu dis raconteur d'histoire, ça fait un peu raconteur de bobards, mais ils savent te c'est un peu des marketeurs sans l'être, en fait, après c'est un peu les rois du marketing aussi, c'est vrai. Mais je veux dire même pour des gens qui sont dans les sciences, dans l'ingénierie et cetera, c'est de très bons raconteurs d'histoires, je trouve, qui t'embarquent, assez rapidement, avec une accroche, bon ça se travaille bien sûr, mais, j'ai toujours été impressionnée par ça. Ils arrivent à faire vivre des anecdotes et à t'emmener en effet loin et tu te prends de passion pour eux alors que tu les connais à peine. Ouais, Et ça se voit même sur les réseaux sociaux, hein, ils sont très bons. Il y a beaucoup de gens LinkedIn, ça très pullule. inspirants. Et voilà, et donc du coup, oui, là-dessus, ils sont très bons et je pense que ça tient à leur éducation. C'est juste que l'école, l'éducation est différente, l'approche est différente. Ouais, Voilà, et à la fin, ça crée, ce type ouais. de profil. Tu parlais, un peu de la relation, à l'échec dans l'entrepreneuriat. L'échec, tu pas forcément envie de les enchaîner, mais c'est pas quelque chose, que tu essayes nécessairement de cacher, aux États-Unis. Moi, je me souviens de levées de fonds, de pitch et cetera, où en fait, on te demandait, c'était quoi, ton dernier échec et c'était aussi presque une preuve de résilience, de rebond, de remise en question. Hem, j'ai envie de te demander, à toi, c'est quoi ton grand échec? Alors, je sais pas si on appellerait ça un grand échec, mais non, en fait, il y en a eu plein, il y en a eu plein. Je peux te prendre un exemple qui m'a marqué, et c'était dans les débuts de PrestaShop à l'époque. On avait utilisé, comme beaucoup de startups, un outil pour générer nos conditions générales de vente. On avait
très peu de moyens financiers. Donc on était ce qu'on appelait en bootstrappé. En gros, on essaye de créer beaucoup avec très peu de moyens. Et donc on prend certains raccourcis qu'on ne devrait pas forcément prendre. Et donc on avait des conditions générales qui marchaient, qui étaient OK. Mais on avait oublié de limiter notre responsabilité civile, professionnelle. Et donc, on a eu un client plutôt mal intentionné qui, au final, a décidé de nous attaquer et de demander une somme astronomique. Et donc, ça s'est terminé au tribunal. C'est très mal terminé, à la fois pour lui, parce qu'il a perdu 2 ans de procédure, mais aussi pour nous, 2 ans de procédure et de l'argent, avec des frais d'avocat très élevés. Et c'est pas forcément ce sur quoi tu as envie de te concentrer quand tu t'es en montes pleine une croissance, startup bien et sûr. que tu as une mentalité de doueur et de création. Et donc en fait, typiquement, oui, là je me dis j'ai eu un échec parce que j'ai essayé de prendre un raccourci et ça n'a pas fonctionné. Et après, sinon, ça a été peut-être un manque d'ambition en arrivant aux États-Unis, en culpabilisant pas mal sur le fait d'être un fondateur européen ou français et de pas forcément être au même niveau que les Américains qui étaient nés aux US. Et donc je pense que si c'était à refaire, je viserais plus grand en fait, je serais plus ambitieux, quitte à ce que ça ne fonctionne pas. Mais du coup forcément, tu te limites par toi-même quand tu fais ça. En fait, tu te mets des murs qui n'existent pas. Et donc voilà. Trop bien. Ce serait plutôt ça. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Donc, tu es arrivé à San Francisco, vous vous installez, malgré le brouillard, tout va bien, sauf que tu as un pépin de santé qui t'arrive à 32 ans, c'est ça? Alors en effet, donc j'ai commencé, je crois que c'était 3-4 ans après qu'on se soit installé à San Francisco. Tout se passait plutôt bien, on commence à avoir pas mal de business dans la Bay Area, mais aux États-Unis d'une façon générale. L'entreprise se développait bien et j'étais dans une phase très intense, très stressante pour l'entreprise, avec beaucoup de rencontres avec des financiers. L'entreprise avait levé des fonds, on passait vraiment dans la cour des grands. Ouais. Et c'était une période extrêmement stressante. Donc j'avais une hygiène de vie assez saine. Puis tu disais, tu faisais 2 allers-retours par mois aussi vers la France à ce moment-là? Alors j'avais déjà un peu réduit, mais j'en D'accord. faisais peut-être un tous les 2 mois. C'était beaucoup Ce qui est quand même aussi, beaucoup puisque à c'est long un terme. vol de 11 à 12 heures. Et donc en fait, j'avais une hygiène de vie assez saine, hein. Je faisais de l'exercice, je mangeais correctement, j'étais pas en surpoids, j'avais pas d'abus d'alcool, pas de drogue, je ne fumais pas. Donc tous les voyants, on va dire, étaient au vert. Et un soir, donc je rentre chez moi, on dîne avec ma compagne. On regarde un reportage, je me rappelle très bien de ce moment-là. Et puis d'un coup, je me lève pour aller prendre un verre d'eau. Et je me sens un peu bizarre, une sensation un peu comme d'avoir été drogué. Alors, c'était pas le cas et j'ai jamais pris de drogue, mais je pense que c'est ce qu'on ressent. On s'est dit, waouh, mon Étourdi cerveau est ou? en train de se déconnecter, un peu étourdi. Et très rapidement, ensuite, une sensation de paralysie dans un des bras, donc le bras gauche ou droit à l'époque. Et je me dis: «Ouais, qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment bizarre». Et donc en essayant, ma compagne voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en essayant de lui expliquer ce qui ne va pas, les mots sortaient de ma bouche, mais très lentement, à peu près tous les 1 mot toutes les 10 secondes. Et donc bon, elle a compris que quelque chose n'allait pas, elle a appelé les urgences. La chance qu'on a à San Francisco, c'est que Ils sont là tout de les suite. urgences, voilà, donc en quelques minutes, ça a duré 5-6 minutes maximum. Le camion était là, ils ont tout de suite compris ce que c'était. Et donc, la chance que j'ai eue dans mon... Donc c'était un AVC, Accident vasculaire pour cérébral? Ouais. diagnostiquer, voilà. Et donc un AVC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait quand un caillot de sang va bloquer une veine ou une artère et que du coup l'oxygène n'arrive plus au cerveau, ou le caillot va bloquer en fait dans le cerveau. Et ça peut Et péter. donc, en fait, ça peut péter. Donc, il y a 2 types d'AVC. Il y a les AVC, ce qu'on appelle ischémiques, et il y a les AVC hémorragiques qui sont plus graves. Donc, dans mon cas, c'était un ischémique. Et soit le caillot se résout de lui-même, et donc ce qu'on appelle un mini AVC ou un AIT. Donc, il est temporaire. Soit, en fait, ça devient plus grave et ça dure plus d'1 heure. Et là, on parle vraiment d'un AVC. Donc, moi, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que mon caillot s'est résorbé au bout d'une demi-heure, quelque chose comme ça. Et donc en fait, ça a quand même un impact. Donc j'ai pas de séquelles au quotidien, mais quand même pendant 2 à 3 ans, une anxiété sociale très prononcée. Donc je suis passé d'un stade où je pouvais aller sur scène et parler à 2 500 personnes, à un stade où je pouvais plus voir la moindre personne. Et ça me mettait dans un stress incroyable, sans que je sache pourquoi. En fait, c'était surtout
le fait que le corps médical n'a pas réussi à trouver la cause en me disant: «Mais en fait, tous les voyants sont ouverts, on ne comprend pas» et du coup, quand c'est comme ça par défaut, on se dit que la cause, c'est le stress. Ouais, ce que j'allais dire, ou faut ralentir, ou... Commence à se dire: «OK, donc faut pas que je stresse, Mais du faut que coup, je tu stresses encore ralentisse». plus. Voilà, exactement. Donc c'est Ouais. un peu un cercle vicieux Ouais. et donc ça a mis pas mal de temps à, au final, faire un travail sur moi-même pour accepter, de ralentir vraiment, et donc de prendre plus de temps pour moi, donc que ce soit pour, de la marche, de la méditation, quelque chose que j'avais jamais fait Ah, auparavant. ça, c'est ralentir par excellence, la méditation. Ça doit pas être un exercice facile si tu jamais fait ça avant. C'est ça, donc plein de choses que j'ai jamais essayé, donc je me suis essayé au yoga, à la méditation, à la marche, à la pêche, tout un tas de choses pour essayer vraiment de ralentir, à la fois mon rythme cardiaque, mais aussi mon rythme tout court dans la vie et donc je suis passé, dans un rôle plutôt, non opérationnel, sur mon entreprise, donc PrestaShop et j'ai commencé également à accompagner davantage de jeunes entrepreneurs, en tant que mentor. Parce que je me rendais compte que la transmission, en fait, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et on disait tout à l'heure, aller vers son client, mieux le connaître. Bah, là, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est pas sur son entreprise, mais c'est juste avec d'autres gens et donc je pendant, 1 à 2 années, j'ai pris un peu, la vie, d'un côté, différent, avec une approche différente et ça m'a été, très bénéfique. D'accord, génial. Enfin, génial. Heu, excuse-moi, c'était tout pourri comme commentaire, mais ce que je vais dire, c'est que ce ralentissement, en fait, t'a permis aussi de donner un nouveau souffle, à ce que tu faisais et de trouver un autre sens aussi, peut-être un petit peu à ton quotidien en rendant, tu le dis, avec ces entrepreneurs que tu décides d'accompagner, toi qui as aussi été mentoré, à tes débuts. Ça a pas été trop dur de lâcher les rênes, du coup, de ton «bébé» entre guillemets? Si, c'est assez compliqué parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, généralement, tu es vraiment à fond, tu as beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux et tu es dans une sorte de tunnel avec des œillères où tu es concentré sur ton entreprise, presque 24 heures sur 24. Tu penses à ton entreprise tous les jours, même quand tu es en vacances, même quand tu te couches et du coup, forcément, passer de ça à quelque chose de beaucoup moins intense, il y a une période d'adaptation qui est pas forcément facile. Mais bon, c'est une transition et après c'est aussi ce qu'on appelle un peu aux États-Unis de la self preservation. Ça veut dire que quand on te dit: «Bah, c'est ça, soit tu vas faire un deuxième AVC et cette fois-ci, On les peut pas conséquences garantir de seront ce qui beaucoup se plus passera. importantes». Ouais. Tu te dis: «Bah, OK, j'ai pas le choix, donc il faut faire des changements de vie, drastiques». Donc voilà, c'était un peu par la contrainte, mais au final, potentiellement, c'était un mal pour un bien et je suis très, reconnaissant au final d'avoir eu, ce mini AVC qui a été pour moi un signal d'alerte qui potentiellement m'a évité quelque chose de plus grave. Ouais, et ben écoute, on est ravis que tu ailles bien, aujourd'hui. Tu vu, je me raccroche aux branches par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Finalement, donc du coup, tu es dans le mentorat, tu rencontres, aussi, beaucoup de gens, autour de toi. En même temps, j'ai envie de dire, enfin, j'imagine, pour, y avoir voyagé pour le boulot pas mal, mais dans la baie, les événements, ça pullule aussi pour rencontrer du monde. C'est quand même un environnement très dynamique et là, tu vas rencontrer une femme, qui est la fondatrice de, est-ce que je le dis bien, Mia Hotel? Mia Tout à Hotel? fait, OK, Mia et ça Hotel. te parle tout de suite. Est-ce que tu peux me raconter? Alors en fait, c'est grâce à ma compagne qui, s'inscrit donc sur cette plateforme qui s'appelait, Mia Hotel, qui s'appelait Mia Hotel à l'époque déjà et donc qui venait tout juste de démarrer et qui met en relation des propriétaires de chats avec des cat-sitters. Donc en gros, quand quelqu'un part en vacances, il va faire appel à cette plateforme pour trouver quelqu'un de confiance et cette personne va venir, chez lui pendant, par exemple, une demi heure par jour pour s'occuper de son chat. Donc cette personne ne va pas rester chez elle, mais elle va Mmh. simplement venir, elle va s'occuper de nourrir son chat, jouer Ah, avec. ça nécessite comme de la confiance parce que tu laisses les Exactement, gens rentrer chez toi même s'ils y passent pas leur vie pendant que tu es pas là, quoi. c'est ça et puis elle va lui envoyer un petit rapport avec des photos et du coup, ça apporte vraiment de la tranquillité d'esprit aux gens qui sont parfois à l'autre bout du monde. Et donc elle me dit, je suis sur cette plateforme, mais il y a plein de bugs, regarde, leur logiciel il est pas top». Hem et puis en fait, ça me parlait, je me dis: «Waouh, mais là j'ai des trucs qui me paraissaient évidents que je peux leur apporter» et donc je fais comme souvent parfois un petit mail, au fondateur, à la fondatrice en l'occurrence, en disant: «Ouais, l'app elle est super, mais regardez, il y a ce point-là, ce point-là, ce point-là qui pourrait être amélioré et ce serait vraiment, life changing pour les utilisateurs». Et du coup, la fondatrice m'a répondu directement en me disant: «Ouais, génial, on a mis en place tes conseils
Et du coup est née un peu une relation comme ça. On a commencé à se parler et je lui ai dit: «Mais tu sais, toi là, tu travailles sur une place de marché. Moi, c'est la même chose que je fais sur PrestaShop. On a une place de marché, donc j'ai peut-être quelque chose à t'apporter. Place de Et marché, je tu veux dire, peux». c'est les marketplaces, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ok. c'est ça. Et en fait, sur PrestaShop, on avait une marketplace également. Donc c'est un métier que je connaissais bien et je lui dis: «Bah, je peux partager, nous, les galères potentielles qu'on a eues à l'époque. Comme ça, toi, ça peut te faire gagner du temps». Donc on a commencé un peu comme ça en mentorat et c'est vraiment de façon pro bono. Donc c'est gratuit, je ne facture rien et c'est purement dans l'échange et la transmission, comme on le disait. Donc la relation est très naturelle, il y a pas d'enjeu financier. Et on s'est tout de suite très bien entendus. Et en fait, souvent, je lui pose des questions sur ses métriques. Donc les métriques, c'est un peu les indicateurs de performance de l'entreprise. Et je voyais qu'elle avait assez peu de données. Et donc, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble, cette fois-ci, en physique, puisqu'elle était également basée en Californie, pour monter des tableaux de bord pour Ouais, piloter son activité. pour suivre. Et donc, je lui ai dit, bah, on peut faire ça pendant 5-6 jours ensemble. Et donc, on s'est retrouvés à Los Donc toi, tu es en Angeles. pur bénévolat toujours, C'est j'ai ça. juste envie d'aider, quoi. Exactement. Et ça me passionnait parce que l'idée était intéressante. Et donc, en fait, les 5-6 jours qu'on devait passer ensemble à Los Angeles sont devenus 8-10 jours. Et c'était vraiment génial. On a découvert plein d'insights. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment une pépite, cette boîte. Elle-même, je pense, ne l'avait pas encore réalisée parce qu'elle était au tout début. Et je me dis, là, il y a tellement de trucs intéressants, j'aime bien l'idée, etc. Puis bon, on en reste là et c'est une relation de mentoring. Et un mois plus tard, elle m'appelle, elle me dit: «Bruno, j'ai vraiment besoin de conseils. Mon CTO, vient de quitter l'entreprise, je suis toute seule, je sais pas quoi faire», et cetera. Et je lui dis: «Bon, bah, écoute, vu que tu as démarré il y a pas longtemps, ça m'intéresse de te rejoindre en tant que cofondateur CTO», même si c'est, ce qu'on appelle un peu late stage. Donc en gros, j'arrive après que l'entreprise soit créée. Mais donc c'est ce qu'on a fait et on a réparti nos rôles, on s'est assuré qu'on était bien alignés et donc on a commencé à travailler ensemble, et c'était un mois avant covid, donc Ouais, c'est ce que j'allais dire. la pire période. Mais ça nous a permis justement de remettre un peu toute l'application, à plat, de repartir de zéro, même sur le modèle économique et au final, de travailler, vraiment à fond, pendant 6 mois là-dessus. Ouais, d'utiliser, en fait, le fait que les gens, de manière, voyagent pas, donc n'ont moins besoin, à part peut-être, je sais pas, les soignants, les choses comme ça, mais que quelqu'un vienne voir leur chat, C'est ça. pour, faire le ménage de fond, sur l'appli et avoir un truc, hyper canon pour quand, ça reprend, quoi. C'était un peu ça l'idée? Exactement. Et du coup, bah, dès la reprise, fin 2020, début 2021, on a commencé à avoir un pic d'activité, puis 2022-2023 incroyable avec ce qu'on appelait le revenge travel, donc les gens qui n'avaient pas pu Ah ouais, voyager et qui se vengeaient. ouais. Et puis, bah, 2024-2025, super année également. Donc, et on a des bases solides qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais du coup, c'est une belle histoire finalement, c'est une très belle rencontre et elle et moi, on s'entend vraiment très, très bien. Génial! Ah, comme quoi, ne pas hésiter à envoyer ce petit email, ça mène à de belles histoires. Aujourd'hui, vous êtes dans plus de 5000 villes, je crois, j'ai vu, et vous n'avez jamais levé de fonds? Alors, on a levé très peu de fonds. On a D'accord. levé, 600 000 $ en tout et pour tout auprès de business angels, Ouais, en et 5 ans, c'est également rien. ma cofondatrice et moi, on a mis une partie de ces fonds parce qu'on voulait vraiment, être investis. Et ensuite, j'ai expliqué à ma cofondatrice que moi, j'avais déjà fait le parcours classique de, tu lèves des Seed fonds, funding. seed, ensuite une série A qui est donc avec des investisseurs, capital risque, puis une série B, et cetera. Et je lui disais qu'il y a des avantages à faire ça apporte de la sécurité, mais ça apporte aussi beaucoup de pression externe et au final, c'est pas toujours la façon la plus saine de développer une entreprise. Ça dépend du profil des fondateurs ou des fondatrices. Et je lui disais: «Si on arrive à pousser, la croissance de l'entreprise avec les fonds qu'on a déjà le plus loin possible, ensuite on pourra se reposer la question de: "Est-ce qu'on a vraiment besoin de Ouais, capitaux?"» bien sûr. Parce que souvent les gens lèvent de l'argent, mais parfois c'est pas Parce qu'on toujours leur dit que c'est le nécessaire. moment, mais C'est ouais. ça. Et du coup, on a tellement explosé en termes de croissance et aussi cette fois-ci, j'avais structuré l'entreprise dès le départ pour qu'elle soit rentable dès le départ. Donc quand je parle un peu de mon bon sens paysan, là, cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose où je lui dis: «Voilà, si on avance dans cette boîte, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut que ce soit sain, il faut qu'on puisse payer nos employés décemment, il faut qu'on puisse payer les cat-sitters décemment, il faut que tout le monde y gagne
Et donc, on met en place un modèle de prix qui est peut-être un peu plus élevé que la moyenne, mais qui est sain et où tout le monde s'y retrouve. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et à chaque fois qu'on pitch un peu nos indicateurs financiers, les gens sont waouh, ok, c'est génial, vous avez réussi à monter un business rentable sans lever des millions. Et puis pour nous, ça nous apporte une sérénité d'esprit. Le soir, quand on se couche, on n'est pas en train de se demander ce qui va se passer et est-ce qu'on va bientôt être à court de capitaux, en fait. Et alors, tu disais, on parlait il y a quelques instants de ton AVC, qui est peut-être lié au stress, peut-être pas, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais forcément, c'est une question qui se pose. Est-ce que tu as eu aussi dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale, en fait, un moment où tu t'es posé, ou peut-être que, je sais pas, ta femme t'a dit Eh oh Bruno, cette fois-ci, on fait autrement. Comment ça s'est passé? Alors, ça a été de moi-même et ça a été dès le départ où j'ai expliqué à ma cofondatrice que je souhaitais vraiment avoir ce qu'on appelle le work-life balance qui soit plus équilibré qu'avant. Ce qui n'est pas Et très à que la mode donc, aux États-Unis, hein, dans l'entrepreneuriat, non? ça dépend des boîtes, Ouais. mais l'entreprise en fait s'y prêtait plutôt bien et on l'a structuré de cette façon-là et aussi on a clarifié nos rôles respectifs dès le départ. Donc elle était vraiment en charge des opérations puisqu'elle est CEO, moi je suis CTO, donc directeur technique. Et donc même si on est tous les deux cofondateurs, on se répartit vraiment bien les rôles. Et donc déjà rien que le fait de ne pas être en lien avec les opérations de façon directe, ça retire forcément un poids. Et après, il suffit de structurer ces projets de façon plus sereine. Et le fait de ne pas avoir de compte à rendre à des investisseurs externes te permet aussi d'être mieux maîtriser ton plan, ta timeline, et peut-être d'avoir des choses plus raisonnables en termes de déroulé. Donc non, on prend vraiment beaucoup de vacances, que ce soit elle et moi, je dirais qu'on prend au moins 8 semaines de vacances par an. Ah ouais, Ce c'est qui n'est pas bien parce que du c'est pas tout, très valorisé ça aux États-Unis. C'est oui, super. c'est pas du tout américain, mais la Ouais. façon dont on a monté la boîte fait que ça fonctionne. Ouais. On a des gens vraiment sur qui on peut compter. Vous Ça avez combien fonctionne. d'employés aujourd'hui? On est une vingtaine, D'accord. et Sans en compter fait, les cat-sitters, j'imagine? voilà, on Qui a sont pas 3000 des employés? cat-sitters Ouais. qui sont au travers des États-Unis, hein, c'est uniquement aux États-Unis. OK. On a 20, notre effectif est de 20 personnes et en fait, on est répartis entre les États-Unis, le Mexique, l'Argentine, la France, l'Ukraine. Ah ouais. On est tous 100% en télétravail. Il n'y a Mmh. pas une seule Vous n'avez personne pas de bureau? qui va dans un bureau physique et c'est un choix qu'on a fait dès le départ. Alors, Covid nous y a un peu contraints, mais au final, ça marche bien comme ça. Ma cofondatrice et moi, on a été ensemble à San Francisco pendant 3 ans parce que c'était important pour construire le produit, d'être ensemble physiquement pour mettre les premières briques en place les premières années. Mais une fois que les opérations tournaient, que tout était OK, on s'est dit OK, maintenant, chacun peut aller vivre où il veut, ça change rien et donc ça marche bien comme ça. Donc, Génial. Alors à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui, Bruno? Raconte-nous un peu. alors c'est très classique, ça va pas forcément faire rêver, Je mais vais au faire final, la c'est voix ça de qui est. documentaire M6. Bruno dans la baie de San Francisco. Non, vas-y, raconte. Donc non, le quotidien, ça va être en fait déjà un échange avec mes équipes techniques qui, pour la plupart, sont basées en Argentine ou en France. Donc souvent une journée qui démarre très tôt. Quand on est en Californie, vu qu'on a 3 heures d'écart avec le reste des États-Unis, en fait, on commence souvent très tôt pour être en contact avec un maximum de gens. Et ensuite, on a souvent une journée qui se termine assez tôt également, parfois vers 15 heures, 16 heures. Ce qui est bien, c'est qu'on peut profiter du soleil pour aller se balader. Donc souvent, je me synchronise avec mes équipes le matin pendant quelques heures. Ensuite, je développe, donc je continue à développer presque quasiment la moitié de mon temps. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'irai encore plus, puisque ça a rendu le métier de développeur encore plus passionnant, puisqu'on se concentre sur ce qui apporte vraiment de la valeur ajoutée à l'entreprise et les tâches un peu simples ou classiques, maintenant, elles sont gérées par l'IA, tout simplement. Et puis après, sur la partie, sur l'après-midi, ça va souvent être plutôt une réflexion sur le produit, donc comment continuer à l'améliorer, comment aller à la rencontre des utilisateurs et utilisatrices. Je suis moi-même cat-sitter sur la plateforme, No way, donc j'adore. c'est hyper intéressant, justement pour tester, hein, comme je disais tout à l'heure avec le patron de Uber, là c'est pareil. Il faut tester son application, ça permet parfois de découvrir des bugs ou des choses qu'on pourrait améliorer, de mieux comprendre ce qu'on appelle les pain points, donc c'est un peu ce qui fait souffrir les utilisateurs. Et donc c'est quelque chose de vraiment intéressant et donc j'ai cet équilibre où je suis à la fois travailler sur le produit, travailler sur la technique et ensuite travailler sur le pilotage de l'entreprise. Donc là, plutôt sur tout ce qui est les finances, la performance, comment on peut continuer à faire croître l'entreprise. Souvent, les gens pensent que c'est un
petits business quand on leur dit une marketplace de cat-sitting, et puis après ils se disent waouh, en fait c'est énorme parce que les Américains adorent les services de façon générale et ça ne les gêne pas de payer pour un bon service. Et du coup, c'est des boîtes qui ont tout de suite, qui peuvent avoir du succès et qui peuvent être présentes dans beaucoup de villes américaines. Tu disais tout à l'heure, tu accompagnes aujourd'hui des jeunes entrepreneurs français, américains, de partout. Qu'est-ce que tu cherches à leur transmettre en fait? C'est quoi qui t'anime là-dedans? On sent qu'il y a quelque chose il y a une étincelle en toi qui s'allume quand on parle. En fait, je pense que c'est né du fait que j'ai eu énormément de chance quand j'ai démarré PrestaShop d'être entouré, donc ce qu'on appelait de business angels, donc un peu des investisseurs mais qui étaient des particuliers, qui tous étaient eux-mêmes soit des fondatrices ou des fondateurs. Donc il y avait par exemple le fondateur d'Alapage qui était le concurrent d'Amazon, il y avait la fondatrice d'Au Féminin, il y en avait vraiment plein. Et en fait, ils m'ont tous énormément apporté et ils m'ont fait gagner beaucoup de temps, ils m'ont évité des erreurs. Et à mon humble niveau, je me dis, si j'ai la chance de renvoyer l'ascenseur de façon désintéressée, de façon gratuite, à des jeunes entrepreneurs, et même s'ils apprennent une seule chose de moi, en fait, c'est génial. Et donc, souvent, ça permet aussi de découvrir plein d'idées, plein de boîtes géniales, de se dire, waouh, la relève est vraiment là. Il y a des boîtes incroyables qui arrivent tous les jours sur le marché et qui vont arriver, il y en aura encore d'autres. C'est inspirant au Et donc, quotidien. c'est ça, c'est très stimulant intellectuellement parlant, c'est inspirant. Et c'était génial de se dire, waouh, il y a... la machine continue. Peut-être que c'était la même chose que mes business angels se disaient à l'époque quand ils me conseillaient. Mais du coup, j'adore cette partie-là. Et puis après, j'adore résoudre les problèmes. Donc, je suis un problem solver. Donc, quand un jeune entrepreneur arrive et me dit je suis super embêté, c'est la partie que j'adore, en disant ok, t'inquiète pas, on va se poser ensemble, on va essayer de trouver des solutions concrètes, dis-moi comment je peux t'aider. Et c'est super intéressant ensuite de les suivre dans la durée. Puis souvent, c'est transitoire, c'est une phase. Le mentorat, ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans. Parfois, c'est juste un rendez-vous. Et après, la personne, de toute façon, continue sa route, prend son envol. Mais c'est un peu des tranches de vie comme ça, et c'est super. Tu nous parles justement de ces mentors qui t'ont accompagné, de toi, ce que tu donnes aujourd'hui. Le temps, c'est, moi, je trouve, un des plus grands luxes qu'on puisse avoir. La plus grande richesse, c'est notre temps aussi. Du coup, parfois, ça peut être difficile en fait d'aborder quelqu'un pour dire j'aime ce que tu fais, je suis inspirée par ton parcours, ou je sais pas, j'ai besoin de conseils. T'as des conseils justement, je sais pas, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui nous écoute, qui est en train de lancer, peut-être de reproduire sa boîte française aux États-Unis, ou de l'adapter, ou juste de se lancer tout simplement. Comment est-ce que tu penses que c'est le plus pertinent, ou peut-être le plus gagnant d'aborder les gens? Oh, tu veux dire pour trouver un mentor? Donc en fait, il y a plusieurs façons, mais le mot-clé, c'est oser. C'est vraiment oser. Et donc en fait, ça peut être soit, par exemple, faire un maximum d'events de networking et déclencher un peu ce qu'on appelle la sérendipité. Donc en gros, c'est le fait de provoquer des rencontres. Et parfois, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec une personne et on va se dire, tiens, j'ai un bon feeling avec cette personne et je lui demanderais bien de me mentorer. Parfois, ça va être parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube qui est hyper inspirante. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses. Et alors moi, j'essaie toujours aller au culot. Donc en fait, c'est une méthode qui n'est pas forcément conventionnelle, mais je vais trouver un moyen de contacter cette personne, que ce soit par email, par téléphone ou autre. Si je peux avoir une introduction de la part de quelqu'un, je vais le faire, mais sinon, je lui envoie un email en direct. À l'époque, j'ai contacté des gens comme le fondateur d'Airbnb et il m'a répondu. Et je lui ai fait une remarque sur, tiens, c'était en 2015, à l'époque, j'avais trouvé un bug sur Airbnb et je lui ai dit, voilà, il y a un bug ici. Puis, en fait, ça me permet de nouer une relation qui parfois débouche sur autre chose, parfois pas. Mais je pense que je serais assez direct aujourd'hui si je cherchais un mentor. Je le contacterais, j'expliquerais pourquoi je pense que c'est un bon fit. Et surtout, j'essaierais que mon email soit vraiment personnel. Parce que le souci aujourd'hui, Pas de c'est qu'on reçoit ChatGPT. tous, voilà, on reçoit tous beaucoup
de messages LinkedIn, d'emails, et puis on lit le message instantanément, on peut voir que c'est de l'IA parce que la personne n'a pas customisé le texte. Alors faites relire vos textes par ChatGPT, il n'y a pas de problème, mais mettez Mettez-y un peu votre trip de aussi. vous. Voilà. Donc, quand je reçois un mail qui m'a l'air impersonnel, généralement je le supprime. Donc voilà, mettez-y du vôtre. Et ça fonctionne, mais soyez assez direct. Expliquez pourquoi vous pensez que vous avez besoin. Et puis aussi, soyez clair sur le commitment que ça pourrait représenter. Par exemple, c'est facile de dire à quelqu'un, est-ce que je peux prendre 20 minutes de ton temps pour un café ou pour un appel en Zoom, que de lui demander immédiatement On peut passer le un week-end mentorat ensemble à ou autre. débunker mon truc. Voilà, donc en fait, je pense qu'il faut que ça se fasse de façon progressive. Et après, sinon, vous avez pas mal de structures qui existent et qui sont géniales, aux États-Unis comme en France. Donc, par exemple, je vais en citer 2. Aux États-Unis, il y a une plateforme qui s'appelle Score. Et donc, en fait, c'est pas mal de seniors qui travaillaient dans l'industrie ou qui y travaillent encore et qui veulent donner de leur temps en mentorat. Et donc, il y a des gens géniaux sur cette plateforme-là. Ça, c'est qu'aux US? Oui, alors, il me semble. Après, c'est peut-être international, mais ça s'appelle Score. Et ensuite, en France, je ne sais pas si ça existe encore, mais moi, j'ai bénéficié d'un programme qui était incroyable et qui s'appelait Paris Développement. Donc, c'était spécifiquement, je crois, que pour les startups parisiennes, où en gros, ils te matchaient en tant qu'entrepreneur avec un mentor. Et donc, ça durait 1 an, le programme, à raison de 3 à 4 heures par mois. Ok, c'est énorme. Et donc, j'ai eu... Ouais, c'est énorme. C'est très structuré. Et il y a des comptes à rendre, puisque ça utilise de l'argent public. Et donc, moi, ça a été énorme la façon dont j'en ai bénéficié. J'ai eu un mentor très inspirant qui s'appelait Peter Livaudet, qui avait eu beaucoup d'expériences très riches. Et donc, on est encore en contact. En tout cas, on l'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, ça te transforme. Donc, un très bon investissement pour la ville de Paris, puisque ça a permis à l'entreprise de se développer et d'embaucher plus de gens, de grossir. Mais regardez toutes ces structures, il y en a plein qui existent. Ou alors, contactez en direct quelqu'un qui vous inspire. Eh ben super, voilà des conseils concrets. Je mettrai les liens, les noms des structures dont tu nous as parlé dans la description de cet épisode si vous voulez retrouver ça. Pour terminer, Bruno, je te demanderai bien ma petite question traditionnelle. Si tu pouvais revenir en arrière, je le précise à chaque fois, mais je le redis, pas pour réécrire ton histoire, si tu pouvais te chuchoter un petit conseil au creux de l'oreille, tu reviendrais à quelle période de ta vie et puis tu te dirais quoi? Alors, je pense que je reviendrai probablement à mes débuts de PrestaShop. Et je me dirais qu'il est tout à fait possible de rester humble tout en étant ambitieux. Et en fait, souvent, l'humilité parfois freine un peu l'ambition, alors que c'est 2 concepts qui ne sont pas forcément antinomiques. Et donc, en gros, ce serait d'allier la jovialité, l'ambition, l'optimisme américain, avec parfois le côté rationnel un peu que peuvent avoir les Français ou les Européens, et finalement de tirer le meilleur parti des deux côtés. Et donc, je pense que c'est quelque chose que j'aurais adoré qu'on me dise à l'époque. Ça t'aurait fait gagner du temps, tu penses? Ou de la confiance en toi? Oui, ça aurait peut-être permis d'avoir un impact encore plus important. On avait déjà très bien réussi et je suis super fier de ce qu'on a construit. Ouais. Mais peut-être qu'on aurait pu aller encore plus loin. Mais voilà, c'est le conseil que je me chuchoterai à l'oreille. Ah bah super, ouais, j'adore ce conseil. Merci beaucoup Bruno. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour la suite? Plein de bonheur et surtout une bonne santé. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite alors. Un grand merci. Ah si, et dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on souhaite, je sais pas, échanger avec toi, suivre un peu le reste de ton parcours? Alors le mieux c'est de me contacter sur LinkedIn et surtout mettez-moi bien un petit message d'intro pour me dire comment vous m'avez trouvé et comment je peux vous aider. Si vous avez des questions, mais LinkedIn ça reste le plus simple. Ok, eh ben super, merci beaucoup Bruno. Merci. Pour moi, le parcours de Bruno nous rappelle qu'on peut bâtir grand, on peut viser loin, et pourtant,
rester humain. Que l'ambition n'a de sens que si elle s'accompagne de bienveillance envers les autres, mais aussi envers soi-même. Merci beaucoup à Bruno pour ce moment passé avec nous au micro de French Expat. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans votre groupe WhatsApp, sur Slack, au boulot, à la machine à café ou encore sur les réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément, alors un grand merci par avance. Et puis si vous avez encore 15 secondes à nous accorder, rendez-vous sur Instagram pour nous raconter en commentaire ce qui vous a plu et puis, vos réactions. La semaine prochaine, je vous propose un récit trigénérationnel. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore merci à vous d'être là chaque semaine. Je vous retrouve donc mardi pour une nouvelle histoire. En attendant, portez-vous bien. À très vite.